Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On se penche sur une affaire qui continue de fasciner, de troubler même, plus de 10 ans après. L'énigme Elisa Lam au Cecil Hotel. Hmm. Une jeune étudiante canadienne retrouvée morte en 2013 à Los Angeles. Et les circonstances sont tellement étranges, ça défie encore l'explication simple. Le tout dans un hôtel à la réputation sinistre, on peut dire. Oui, tout à fait. Le Cecil Hotel, c'est pas n'importe quel lieu. Exactement. Alors pour essayer de démêler tout ça, on a bossé sur pas mal de sources, des articles de fond, des synthèses d'enquête bien sûr, et puis des analyses vidéo assez poussées. Oui, il y en a une qui creuse l'enquête infinie menée par les internautes, c'est fou, et une autre qui prétend donner toutes les réponses. Bon, Voilà, donc un matériel assez riche, parfois même un peu contradictoire, hein. c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires complexes. Notre but ici, c'est quoi? C'est d'examiner les faits qu'on connaît, de pointer les zones d'ombre, et il y en a d'explorer un peu les théories, des plus rationnelles aux plus bizarres. Et de comprendre pourquoi cette histoire nous hante encore autant, collectivement. C'est ça. Allez, on plonge dans cette histoire qui nous interroge toujours. Commençons par le début. Qui était Elisa Lam? Alors, Elisa Lam, 21 ans au moment des faits, étudiante à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. D'accord. Ses parents immigrés de Hong Kong, ils tenaient un restaurant là-bas. Et en janvier 2013, elle décide de partir seule faire un voyage en Californie. Son tour de la côte ouest, comme elle l'appelait. Exactement. Et elle était aussi assez présente en ligne. Sur son blog Tumblr, Nouvelles Nouveau. Ah oui, j'ai vu ça. Elle y parlait de mode, de citations, mais pas que. Non, pas que. Elle se confiait beaucoup sur ses luttes personnelles. On apprend qu'elle avait un diagnostic de troubles bipolaires et de dépression, D'accord, c'est un élément important. très important. Elle mentionnait même ses médicaments. Wellbutrin, Effexor, des antidépresseurs, Lamictal, un stabilisateur d'humeur, et Seroquel, un antipsychotique. Hmm, Et dans ses écrits, on sentait une certaine anxiété, la peur de gâcher sa vie, comme elle disait, et ce besoin de partager en ligne, disant que c'était moins cher qu'un psy. hmm. C'était assez touchant, et ça donne un aperçu de sa personnalité. Elle arrive donc à Los Angeles le 26 janvier et elle s'installe le 28 au Cecil Hotel. Enfin, au Stay en Maine, c'est ça? Oui, c'est une section un peu rénovée de l'hôtel, pour attirer les touristes, quoi. Elle était d'abord dans une chambre partagée au 5e étage, mais apparemment ça n'a pas duré longtemps. Des problèmes avec les colocs? C'est ça, elle se serait plainte de son comportement étrange, genre laisser des mots pas sympas, refuser d'ouvrir la porte. Du coup, la direction l'a déplacée dans une chambre seule, la 5006, toujours au 5e. Ok. Et ces derniers jours connus, on sait quoi? Le 31 janvier, elle va dans une librairie, The Last Bookstore. Oui, la gérante l'a décrite comme extravertie, très vive. Elle achète des cadeaux pour sa famille. Après, il y a des témoignages un peu plus flous, comme quoi elle aurait assisté à l'enregistrement d'une émission télé Conan O'Brien. Et qu'elle aurait été raccompagnée dehors. Oui, ça circule, mais c'est moins solidement établi. Comme cette phrase qu'elle aurait dite dans le lobby « Je suis folle, mais elle aussi est folle ». Difficile de savoir ce qui est vrai là-dedans. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'elle rate son appel quotidien avec ses parents. Oui, le 31 janvier ou le 1er février. Et ça déclenche tout. Les parents s'inquiètent énormément, ils contactent la police de LA. L'enquête pour disparition est officiellement ouverte le 4 février. Et au début, pas grand-chose, hein. Non, ça patine. Malgré les recherches, les avis, Elisa reste introuvable. Et c'est là, une dizaine de jours plus tard, que l'affaire bascule médiatiquement. La police, faute de pistes, décide de diffuser un élément assez perturbant. Ah oui, la fameuse vidéo de surveillance de l'ascenseur. Le 13 ou 14 février. Presque 4 minutes qui vont faire le tour du monde et transformer cette histoire. On la voit entrer dans cet ascenseur, au 14e étage, c'est ça? Alors que sa chambre était au 5e? Oui, déjà ça c'est étrange. Elle porte son sweat rouge qu'on voit sur les photos, elle appuie sur plein de boutons, mais les portes, elles ne se ferment pas. Et son comportement, c'est déconcertant, c'est le mot. Complètement. Elle a l'air de se cacher dans un coin, elle jette des coups d'œil dehors, comme si elle avait peur de quelqu'un. Elle entre, elle sort de la cabine. Et ses gestes avec les mains. Oui, ces gestes de main très bizarres, on dirait qu'elle parle à quelqu'un qu'on ne voit pas ou qu'elle compte sur ses doigts. C'est pas clair. Elle a l'air parfois effrayée, puis elle sort définitivement de l'ascenseur. Et là, Et là, quelques secondes après, les portes se ferment. Normalement, toute seule. C'est glaçant. on comprend pourquoi ça a explosé sur Internet. Millions de vues, en Chine aussi apparemment. Ah oui, partout. Et c'est vraiment le début de l'ère des cyberdétectives, ces gens qui enquêtent depuis chez eux.
Cette affaire a été un énorme catalyseur pour le true crime en ligne. Et très vite, des questions sur la vidéo elle-même. Pourquoi les portes ne se fermaient pas? Alors ça a été plus ou moins résolu. Il y a un bouton Hold Door pour maintenir les portes ouvertes. Elle a pu l'activer sans faire exprès ou volontairement. Mais il y a d'autres trucs qui clochent dans cette vidéo, non? L'heure qui est masquée. Exactement. L'aura datage est illisible. Et puis les internautes ont fait des analyses suggérant que la vidéo aurait été ralentie. Ralenti. Oui, genre 33-35%. Et surtout, la grosse théorie. Une coupe, un temps manquant possible d'environ 53 secondes. Ça a tout de suite alimenté les soupçons. Est-ce que la police ou l'hôtel a voulu cacher quelque chose? Ou quelqu'un? Mais il y a des preuves de ça, de cette manipulation? Que le web s'enflamme sur cette vidéo, à l'hôtel, ça commence à sentir mauvais, littéralement. C'est exactement ça. Vers le 19 février, les clients commencent à se plaindre sérieusement. Faible pression d'eau. Et surtout, l'eau elle-même. Oui, une eau qui sort noire par moment, avec une odeur et un goût bizarres. Un couple anglais a parlé d'un goût sucré écœurant. Les plaintes s'accumulent. Du coup, l'hôtel envoie quelqu'un vérifier. Santiago Lopez, un agent de maintenance. Il doit inspecter les 4 grands réservoirs d'eau sur le toit. Des citernes énormes, près de 4000 litres chacune. Et là, En arrivant sur le toit, Lopez remarque un truc. La trappe du réservoir principal est ouverte. ouverte. Carrément, oui. Oui. Il prend une échelle, il regarde dedans et il trouve le corps d'Elisa Lam, nu, flottant près de la surface. Mon Dieu. Le 19 février, presque 3 semaines après sa disparition. C'est ça. La récupération du corps a été compliquée d'ailleurs. Ils ont dû découper le côté de la citerne, la trappe était trop étroite. Et ses affaires? Ses vêtements, ceux de la vidéo, flottaient dans l'eau. Son sweat, son short, tout ça. Sa montre et la clé de sa chambre aussi. Et un détail noté dans le rapport. Les vêtements étaient couverts d'une étrange particule rougeâtre ressemblant à du sable. Encore un détail bizarre. Bon, après ça, l'enquête entre dans une phase plus scientifique avec l'autopsie. Qu'est-ce qu'elle dit au final? Le rapport officiel sort en juin 2013 après quelques reports. La conclusion est noyade accidentelle. Accidentelle. Oui. Et le trouble bipolaire d'Elisa est cité comme facteur contributif majeur. L'autopsie ne trouve pas de traces de violence, pas de traumatisme évident, pas d'agression sexuelle, rien sous les ongles qui indiquerait une lutte. Et la toxicologie? C'est souvent crucial. Tout à fait. Alors, on retrouve bien des traces de certains de ces médicaments, les antidépresseurs Effexor et Wellbutrin, et des traces infimes du Lamictal, le stabilisateur d'humeur. Mais, absence totale de l'antipsychotique, le Seroquel, et pas non plus de drogue récréative ou d'alcool. Qu'est-ce que ça implique, cette absence de séroquel? Pour les experts qui ont analysé ça, c'est potentiellement très significatif. Le Seroquel est souvent crucial pour prévenir les épisodes psychotiques chez les bipolaires. Son absence aurait pu la rendre beaucoup plus vulnérable à une crise aiguë, une perte de contact avec la réalité. Donc, ça renforcerait la thèse de l'accident pendant un épisode psychotique. Exactement. L'idée, c'est qu'elle était peut-être en sous-traitement ou qu'elle avait arrêté de prendre ce médicament spécifique, ce qui aurait pu déclencher la crise qui a mené à cette situation tragique. C'est l'argument médical principal pour la thèse accidentelle. C'est plausible, médicalement. Mais est-ce que ce rapport a été contesté? Il y a eu une petite polémique sur une case du rapport. Apparemment, la case « cause indéterminée » aurait été pochée, puis barrée et remplacée par « accident ». Ah ouais. Les sceptiques y voient une hésitation, un doute. Les autorités disent que c'était juste une erreur de formulaire, une erreur humaine. Et puis, les parents d'Elisa ont poursuivi l'hôtel, mais ils ont perdu. Le juge a estimé que sa mort était imprévisible. Imprévisible, peut-être, mais pour vraiment comprendre pourquoi cette affaire fascine autant, il faut parler du lieu. Le Cecil Hotel. C'est pas juste un décor, hein, Lésé. Ah non, loin de là. Le Cecil, c'est un personnage à part entière. Construit dans les années 20, bel hôtel au départ, mais il a vite décliné avec la Grande Dépression et surtout sa proximité avec Skid Row. Skid Row, le quartier des sans-abri, de la drogue. Exactement. Une zone de grande misère sociale juste à côté. Et l'histoire de l'hôtel lui-même est sombre, très sombre. Des suicides, des meurtres. Oui, plusieurs suicides depuis les années 30, des meurtres non résolus comme celui de Goldie Osgood en 64, et puis l'hôtel a carrément hébergé des tueurs en série. Ah bon? Lesquels?
Richard Ramirez, le traqueur de la nuit, il y vivait au 14e étage d'ailleurs en 1985. Et Jack Unterweger, l'étrangleur de Vienne, y a séjourné en 91. On parle même du dahlia noir qui aurait été vu peu avant sa mort, mais ça c'est plus une rumeur. Waouh, c'est... Oh là, lourd comme passé. C'est énorme. Ça crée une atmosphère, une réputation d'hôtel maudit, hanté, et forcément, quand un drame aussi étrange que celui d'Elisa Lam s'y produit, ça alimente toutes les spéculations. Dans un endroit pareil, le bizarre semble presque normal, si on peut dire. Et à l'époque d'Elisa, il y avait cette cohabitation un peu étrange. Le stay on main pour les touristes et le reste du Cécile plus précaire. C'est ça, deux réalités qui se croisaient dans les ascenseurs et les couloirs. Elisa était dans la partie cool, mais elle utilisait les mêmes infrastructures que les résidents, parfois très marginaux du Cécile historique. Et ça joue aussi dans les théories. Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre? Est-ce que l'environnement lui-même a joué un rôle? Revenons aux théories justement. La version officielle. Accident lié à un épisode psychotique. Mais même là, il y a des questions pratiques qui coincent, non? Comment elle monte sur le toit? Comment elle entre dans le réservoir? Oui, c'est le point qui gêne beaucoup de gens avec la thèse accidentelle. L'accès au toit. Les portes étaient censées être verrouillées avec des alarmes. Mais bon, il y avait plusieurs accès possibles, dont un escalier extérieur. Les chiens policiers ont perdu sa trace près d'une fenêtre menant à cet escalier. Et l'alarme? Apparemment, elle n'a pas sonné ou elle a été ignorée ou désactivée. L'agent de maintenance Lopez n'a rien signalé d'anormal avec l'alarme le jour de la découverte. Donc, l'accès au toit, c'était peut-être pas si impossible. D'accord. Mais après, il faut monter sur le réservoir et ouvrir la trappe toute seule. Alors, il fallait une échelle, oui, d'environ 3 mètres. Pour la trappe, une analyse vidéo amateur assez poussée l'estime à environ 13 ou 14 kilos à soulever pour l'ouvrir. C'est pas rien, mais c'est faisable même pour quelqu'un de pas très costaud. Et le fait que Lopez l'ait trouvée ouverte? C'est crucial. Ça rend l'idée qu'elle ait pu entrer seule beaucoup plus plausible. Si la trappe avait été refermée, là, ça aurait été quasi impossible sans aide extérieure. Mais même ouverte, ça reste difficile à imaginer concrètement comment elle a pu faire ça, surtout si elle était en pleine crise psychotique. Du coup, face à ces difficultés, la piste de l'homicide, elle est jamais vraiment partie. Non, jamais. C'était même la première piste logique vu le lieu et la découverte. Mais le gros problème, c'est l'absence totale de preuves matérielles. Pas d'ADN étranger, pas de traces de lutte, même si on peut dire que l'eau a pu effacer des choses. Et pourquoi elle était nue? Ça aussi, ça pose question dans un scénario d'homicide. Mais bon, faute de suspect, de mobile clair, la police n'a jamais pu aller plus loin sur cette piste. Elle est restée une impasse. Et après, il y a tout le côté paranormal qui a cartonné en ligne. Ah oui, énormément. La réputation de l'hôtel aide beaucoup, évidemment. On a parlé du jeu de l'ascenseur, une légende urbaine coréenne qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans la vidéo. Et surtout les parallèles avec des films d'horreur. Oui, Darkwater, le remake américain de 2005, c'est troublant. Une fille morte dans une citerne d'eau, sur le toit, l'eau noire qui coule des robinets, l'ascenseur qui déconne, et même les noms. Dahlia et Cécilia dans le film, Elisa et Cécile ici. C'est vrai que c'est frappant. Au point que certains ont imaginé un meurtre qui copierait le film. On a aussi cité Ring, à cause d'un selfie d'Elisa qui rappelle l'héroïne et cette idée de vidéo maudite qui hante ceux qui la regardent. Et on n'oublie pas les théories du complot. Forcément, la vidéo modifiée, ça revient tout le temps. Et puis, cette coïncidence incroyable, au même moment, à Skid Row, on utilisait un test de dépistage de la tuberculose qui s'appelait LAM-ELISA. Non. Sérieux? Oui, un acronyme médical pour lipoarabinomanane enzyme linked immunosorbent essay. Il n'en fallait pas plus pour que des théories complètement folles sur des armes biologiques ou des secrets détails émergent. C'est par loin quand même. Ah oui. Et ça montre aussi les dangers de ces enquêtes sauvages sur Internet. Le musicien de métal Morbid, Pablo Vergara, il a été accusé à tort par des internautes juste parce qu'il avait séjourné au Cécile 1 an avant. Et il a été harcelé pendant des années. C'est terrible. Donc, pour résumer les questions qui restent, comment elle est arrivée exactement sur le toit et dans ce réservoir? La trappe ouverte, fermée après coup? Était-elle vraiment seule? Qu'est-ce que signifient ces gestes dans l'ascenseur? Quel était l'impact réel de son état médicamenteux? Et où est passé son téléphone portable qu'on n'a jamais retrouvé? C'est exactement ça. C'est cet ensemble de points d'interrogation, d'étrangeté, qui fait que le mystère reste entier pour beaucoup de monde. L'affaire refuse de se laisser classer facilement.
Et cet intérêt massif a eu des conséquences culturelles énormes, on l'a dit. Oui, l'affaire Elisa Lam, c'est un vrai marqueur. Ça a vraiment lancé ou en tout cas popularisé massivement le phénomène du true crime en ligne. Les forums de discussion comme Ready to Web Sleuth qui dissèquent chaque détail. Les cyberdétectives. Voilà. Et au-delà d'Internet, ça a infusé la fiction. American Horror Story. Hôtel, par exemple. Oui, la saison s'inspire clairement de l'ambiance et de certains faits liés au Cécile et à Elisa Lam. Il y a eu des épisodes d'autres séries comme Castle. Le documentaire Netflix Scène de crime, la disparue du Cécile Hotel a eu un gros succès aussi en explorant justement l'enquête et le rôle des internautes. Même la musique s'en est emparée. Tout à fait. Des groupes comme The Zolas, Sky and Ski, Sun Dion Moon. Ils ont écrit des chansons inspirées par l'affaire, explorant la solitude, la santé mentale, le mystère. Ça montre à quel point ça a touché l'imaginaire collectif. Et puis, il y a son propre héritage numérique, son blog Nouvelles Nouveaux. Oui, il est resté en ligne. C'est devenu une sorte de mémorial numérique involontaire. Certains y voient un témoignage posthume très fort sur qui elle était, ses espoirs, ses fragilités, mais aussi sur la nature d'Internet, ce labyrinthe où on laisse tous des traces. C'est une perspective intéressante. Donc, si on essaie de synthétiser, on a une jeune femme clairement vulnérable à cause de sa santé mentale, qui disparaît et meurt de façon tragique, et vraiment bizarre, dans un lieu à l'histoire très sinistre. Et une vidéo. Et une vidéo déroutante qui devient virale et transforme ça en énigme mondiale. L'enquête officielle conclut à un accident, une thèse médicalement plausible, mais qui laisse plein de questions en suspens et qui peine à expliquer toute l'étrangeté des faits. C'est cette tension permanente qui explique pourquoi on en parle encore aujourd'hui. Je pense, oui. D'un côté, on a l'explication rationnelle, logique, l'accident terrible lié à la maladie mentale. Mais elle est insatisfaisante pour beaucoup. Elle n'explique pas tout. Et de l'autre côté, il y a l'attrait du mystère qui est puissant, alimenté par le lieu maudit, les coïncidences folles, les zones d'ombre, et cette vidéo hypnotique et incompréhensible. C'est cette ambiguïté fondamentale, ce refus de l'affaire de rentrer sagement dans une case résolue, qui la maintient vivante dans nos esprits. Et pour finir, une réflexion qui vient d'une des analyses qu'on a lues. Est-ce que cette fascination morbide pour Elisa Lam, ça ne nous renvoie pas à nous-mêmes? À notre malaise face à la maladie mentale, peut-être, ou face à la misère sociale de Skid Row, juste là, à côté du Cécile. Cette idée de façade qui cache une réalité plus sombre. C'est ça, le Stay on Main qui cache le Cécile, qui cache Skid Row. Est-ce que l'attrait pour ce mystère ne vient pas aussi de cette confrontation avec une vérité dérangeante, cet autre monde de souffrance qu'on préfère souvent ignorer? Et finalement, qu'est-ce que notre obsession pour ces énigmes non résolues dit de notre besoin profond de trouver du sens, de l'ordre, même face à l'absurde, face au chaos et à la tragédie? C'est peut-être ça la question la plus troublante que nous laisse cette histoire. Le mystère reste entier. Certains dossiers ne devraient jamais être ouverts. Certaines vérités ne devraient jamais être révélées. Mais ici, dans les archives maudites, nous continuons de lever le voile. Rendez-vous la semaine prochaine si vous osez découvrir la prochaine histoire.